Bonjour les achats, bonjour tout le monde. On va faire un petit check, voir si vous me recevez. Est-ce que vous m'entendez? Alors, est-ce que vous êtes là? Commentaire, comment se connecte-t-on? Je suis en ligne normalement. C'est censé marcher. Alors, les lives LinkedIn. Ouais, c'est bon. C'est bon? Bon, super. Bon, comme d'habitude, je vous propose de... Bonjour Delphine, bonjour Olivier, bonjour Pape, salut Patrick, bonjour tout le monde. Bon, on attend que tout le monde arrive. Comme d'habitude, on va se faire plaisir, on va faire un petit tour du monde, voir un petit peu qui est là et où vous êtes situés. Bonjour tout le monde, bonjour Yann, Arlène, Pierre-Yves, Elisabeth, Coralie, Hervé, LinkedIn user, des secrets, toujours des utilisateurs secrets, Ludivine, Zacharia, Steven, Louise, Feta. Bonsoir à tous. Bonsoir Patrick, Nisrine, Hotman, Yacine, oula, 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 oula. Elisabeth, Arlène, bonsoir tout le monde. On attend juste que tout le monde arrive et puis on va se lancer tranquillement. Bon, vous avez la pêche ce soir? Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de live là. Est-ce que le son est bon? Ah, Montréal. Top. Hauts-de-France. Bonsoir Christelle. Michael. Est-ce que quelqu'un peut me faire un retour sur le son? Parce que j'ai pas mon installation habituelle, mais bon, ça a l'air de marcher. Bonsoir. Bonsoir Elisabeth, ok. Lorraine, ok. Bonsoir tout le monde. Alimatou. Bon, vous êtes où là? Bonsoir Emmanuel, fidèle au poste. Salut Emmanuel. Mathieu. Bonsoir Mathieu. Nisrine. Laureline, bien sûr. Salut. Mince. Attends, hop. Bon, il y a trop de monde là. C'est parfait. Bonjour tout le monde. Ok pour le son. Bon, parfait. Alors, voyons voir, on est combien? On est... Bon, je sais pas combien on est, mais ça devrait aller. Allez, on va démarrer. On va démarrer. Alors, bah écoutez, ce live, ça fait quelques années qu'il me tardait de le faire. Quelques années qu'on travaillait sur certains outils aux achats. Et voilà, donc je suis très heureux de pouvoir faire ce live. On a attendu un petit peu parce qu'on n'était pas parfaitement prêt. On a voulu prendre le temps. Bretagne, on a du monde. Ouais, je sais pas qui c'est Bianca, ouais. Il y a quelqu'un qui... Ouais, je sais pas comment l'enlever. Bon, bah on va ignorer Bianca, hein, qui fait des commentaires toutes les 2 secondes, là. C'est pénible. C'est LinkedIn. Quand ça marche, il nous rajoute Bianca au milieu, qui envoie des... Ok, qui spam à mort. Comment je peux enlever quelqu'un? Désolé, on va attendre une seconde. Comment je peux virer quelqu'un, là? Mhm. Bon, moi, Bianca va nous spammer tout le long. Merci, Bianca. Super. Bon, ouais. Bon, je sais pas ce qu'elle fout. Blagnac, ah, c'est pas loin ça. Mais Muriel, on se connaît. Elle envoie. Faux lien. Ah ouais, bah voilà, même LinkedIn se fait spammer maintenant. Putain, c'est infernal. Bon, je vais essayer quand même de l'enlever. Désolé les amis. Je le mets sur l'ordinateur. Je vais voir si je peux la sortir de l'événement. Ah là 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 là. Alors là, c'est l'enfer, je suis en train de me voir. Alors, gérer les invités, gérer les participants. Et c'est Bianca qui fout le bordel. Comment ça marche ça? Ah oui, puis elle spam à mort, quoi. Bon, elle a décidé de nous emmerder. Puis elle y va. Ah, est-ce que je peux la... Nom de Dieu, c'est un enfer.
Oh, c'est incroyable, hein. Alors, qui c'est ça? Design graphique, ok. Je peux la désinscrire, toute l'activité, comment on peut faire ça? Putain, quel enfer. Bon, je suis désolé les amis. Une fois ça marche, une fois ça marche pas. Quand ça marche, on se fait... On doit un peu s'emmerder, ouais. Ah bah il y a Charles-Henri. Mon cher cousin, comment vas-tu? Bon, ben on se fait spammer. C'est sympa, ouais, c'est un robot, ouais. On a dû se faire cibler. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va continuer. Donc, comme je disais, ça fait un petit moment que je voulais qu'on fasse ce live parce que effectivement, comme je dis souvent, quand on parle un peu du projet SWOT, de la méthodologie, tout ça, en fait, on n'a pas réellement. En fait, quand on est arrivé dans les achats, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'ingrédients, mais qu'il n'y avait pas de recettes. Et en fait, grosso modo, depuis 10 ans, ce qu'on fait sur le terrain, c'est qu'on agglomère certains ingrédients, on en fait une recette qui peut être appliquée sur le terrain et on a créé des outils. Et ben aujourd'hui, on a créé un ingrédient en plus dans la recette. Et donc, ça me fait plaisir parce que je vais vous présenter voilà, des nouvelles choses qui n'existaient pas et qui devraient nous permettre, nous acheteurs, de... Merci Séverine, si tu as réussi à la bloquer. Bon, viens me parler à la fin du live. Ouais, c'est cool, trop cool. Merci Séverine. Donc je disais, oui, chez SWAT, en fait, la fonction achat RSE, on se contentait grosso modo de prendre des ingrédients existants qu'on a modélisés au travers d'une méthodologie, step by step, pour qu'un acheteur il arrive en poste, il sait exactement par où commencer, les différentes étapes, il a tous les outils, et puis il peut comme ça conjuguer performance économique et impact positif sur l'environnement et la société. Et ça faisait un petit moment qu'on se rendait compte qu'il manquait des outils, mais on a voulu vraiment bien maîtriser tout ça avant d'en proposer des nouveaux. Et aujourd'hui, bah, je vais vous en présenter un nouveau qui, j'espère, pourra beaucoup vous aider dans la mise en œuvre des processus achats. Il y a un autre point aussi, c'est qu'on fête nos 10 ans. Donc, on a fêté nos 10 ans en décembre 2011. Et donc, bah, c'est plutôt sympa, hein. Quand j'ai démarré il y a 10 ans, je ne pensais pas qu'on arriverait à faire tout ça. Donc, je suis super heureux et je voulais vous remercier. Ce qu'on voit depuis 10 ans, c'est que le monde il change. Ce qu'on voit, il y a une énorme accélération. On l'a vu monter comme ça. Et vraiment, on voit aujourd'hui que bah, l'impact environnemental et social, il prend depuis quelques années bah, une dimension de plus en plus stratégique dans le cœur des organisations. Et ce dont on se rend compte, eh ben, c'est que les achats sont en première ligne pour répondre à ces enjeux de demain. Ce qu'on peut dire assez simplement, on peut faire un raccourci, on est entre acheteurs, on peut se le permettre, ça aide à comprendre. Si on part du principe que l'industrie aujourd'hui, c'est le premier pollueur mondial, d'accord? Et comme on sait que les achats dans l'industrie, eh bien, d'une manière générale, ça va être 60% du chiffre d'affaires, donc c'est le premier levier, on va dire, économique. Et de l'autre côté, c'est dans les mêmes proportions, hein, donc plus de 50% de l'impact RSE des entreprises, des organisations. Et donc on peut se dire, en fait, finalement, que d'une certaine manière, eh ben, les achats sont le premier levier pour venir baisser l'impact environnemental dans le monde. Voilà. C'est quand même un raccourci. Certains diront peut-être que c'est n'importe quoi. En tout cas, nous, on y croit beaucoup. Et on se dit aussi qu'en fait, bah, innover de manière impactante sur le monde, c'est pas forcément créer le nouvel iPhone ou inventer la voiture électrique. On peut aussi innover par les méthodes, par les outils. Et on pense que finalement, le monde de demain, chacun va devoir faire sa part. Et c'est là où la formation prend toute sa dimension, en fait. Et tout le projet SWOT, on s'est dit, OK, alors on a créé une méthodologie sur le terrain, etc. On s'est dit, bon, ben, comment on va la rendre accessible à tous, puisque notre raison d'être à SWOT, au fait, est très simple et ça a toujours été la même, c'est de partager cette méthodologie qui intègre la RSE dans son cœur, hein, vraiment, de fonctionnement, pour que finalement, demain, toutes les organisations et tous les acheteurs puissent eh bien, conjuguer performance économique et impact positif sur l'environnement et la société. Donc voilà, donc je voulais vous remercier. 10 ans, c'est passé vite, hein. Et en même temps, quand même, on a bossé pas mal. Alors, je vais partager la présentation, puis on va démarrer. Je vais vous présenter un peu juste rapidement les... Alors, comment ça marche? Tac. Je vais vous présenter rapidement les grandes étapes de SWOT, hein. On l'a créé en 2012, enfin fin 2011, mais j'ai mis 2012, c'était décembre 2011. On a créé SWOT, et en fait, à l'époque, si on prend un peu le chemin de SWOT, ça s'est fait de manière très simple. En fait, dans les missions que je faisais moi en tant que salarié avant, quand j'étais d'ailleurs chez Bioplanète, et puis ensuite dans les entreprises, ce que je constatais assez simplement, c'est que le levier
de baisse de l'impact environnemental, c'était aussi les meilleurs leviers pour baisser les coûts. Je l'ai découverte notamment sur les emballages, où en fait, en faisant de l'éco-conception de bouteilles en verre, on parle de ça en 2008, 2009, 2010, dans ces eaux-là, et puis après 2012, 15, etc., sur plein de secteurs d'activité, je me rendais compte que tout simplement, baisser l'impact environnemental, donc sur le verre, ça veut par exemple faire de l'éco-conception, donc baisser le poids de verre, redesigner les bouteilles, leur forme, etc., pour qu'elles soient plus légères, c'était aussi le meilleur moyen de baisser les coûts. Et puis ensuite, en passant, voilà, je me suis rendu compte que c'était pareil dans le transport. Le meilleur moyen de réduire les coûts de transport, c'est de réduire les kilomètres parcourus, c'est d'optimiser le plan de transport et donc de réduire l'impact CO2. Pareil dans les achats de véhicules, où finalement, en intégrant des options de baisse de consommation, c'est le meilleur moyen de réduire les coûts en vision TCO. Et donc, progressivement, dans nos missions de consulting, on a commencé à intégrer finalement de la RSE au cœur de nos process. C'est passé quelques années, puis à un moment donné, on a formalisé la création de la fonction achat RSE. Donc on s'est dit, mais là, ce qu'on fait, en fait, on connecte vraiment. Donc on discutait avec le marketing, on leur amenait des infos, ça finissait dans des produits affichés sur les clients, etc. On s'est dit, en fait, on est en train de faire ce qu'on appelle des achats RSE, c'est-à-dire de connecter performance achat et amélioration du management de la RSE. C'est ça, les achats RSE. Et en fait, on l'a modélisé tout de suite au travers d'une méthodologie de la création des 4 piliers. Ça, c'était en 2015. Ensuite, on s'est dit, comment la rendre accessible au plus grand nombre? Et là, on avait quelques éléments de cahier des charges. On s'est dit, il faudrait qu'elle soit accessible à tous. Accessible à tous, ça veut dire le plus simplement possible. Donc, sans contrainte de devoir se déplacer. Il y a aussi une dimension environnementale, mais ce n'était pas l'objectif premier. Il y avait, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, accessible aussi financièrement. On voulait pouvoir rapidement proposer des formations un peu à tout le monde francophone, des formations les plus accessibles possibles. Et donc, la digitalisation s'est présentée comme étant la meilleure solution. On a travaillé pendant 3 ans et on est parti de zéro. Je peux vous dire que si vous auriez vu les premiers jets de nos vidéos e-learning, on rigolerait bien, il faudra que je les remette à l'occasion. On a vraiment tout appris. Un métier qu'on ne connaissait pas, qui est la digitalisation des savoirs. C'est-à-dire qu'on ne digitalise pas des formations comme juste en transformant un cours d'une journée en une journée de vidéo. C'est complètement différent, tout est hyper minuté, tout est très technique et on a appris à digitaliser les savoirs pour pouvoir digitaliser cette méthodologie et la rendre accessible à tous. 2018, on a lancé donc du coup la première génération de formation e-learning qui a plutôt bien marché et qui aujourd'hui on en est à la 3e génération. Et donc là on arrive en 2022, pardon, et je vais vous présenter un petit peu ce qu'on va sortir. L'idée de ce live, donc on va revoir une méthodologie simple et applicable à tous les secteurs d'activité et taille d'entreprise. L'idée, c'est d'accroître encore l'expertise que vous allez générer dans votre entreprise, dans votre organisation, si vous êtes dans le public aussi. Une employabilité optimale, on va venir encore consolider cette triple compétence achat, RSE, data management, puisque là, les 3 sont concentrés dans un seul outil, mais je ne veux pas trop vous en dire. Les bénéfices pour les organisations, une vision à 360 degrés, des achats, un tableau de bord pilotage performant que beaucoup d'entre vous connaissent, eh bien, il va y avoir peut-être des nouveautés. Une vision précise des actions à mener pour faire progresser l'efficience organisationnelle du service. Et de l'autre côté, les actions à mener pour venir générer de la performance économique, sociale et environnementale, et donc générer un levier immédiat pour aller améliorer le management de la RSE et potentiellement aller chercher à labelliser la dynamique. L'objectif tout simple est de rentrer dans l'amélioration continue en triple performance économique, sociale et environnementale. Ce qu'il faut comprendre dans une démarche, une dynamique HRSE, et c'est ce que je constate dans beaucoup d'entreprises, principalement les grands groupes, on suit des objectifs à 12 mois, 18 mois, voilà, mais en réalité, souvent, on va chercher un label plus que réellement s'engager dans une démarche. Rentrer là-dedans, arriver à l'amélioration continue, c'est long, ça prend du temps, ça se fait step by step, mais si on le fait bien, on va le faire plus vite et on va générer surtout de vrais résultats, on va se reconnecter aux fondamentaux du développement durable. Développement durable, c'est pas seulement la RSE, on voit dans beaucoup de sujets autour de la RSE, on parle social, environnemental, Mais en réalité, le développement durable, il est aussi économique. Puisqu'une entreprise qui va être seulement sociale et environnementale, économiquement, si elle n'est pas viable, elle ne va pas durer. Donc, c'est l'équilibre de tout ça qui va faire les leaders de demain. Et c'est un peu le cheval de bataille de SWOT et c'est ce à quoi on a consacré vraiment notre action. Est-ce que tout le monde suit là? Ça y est, bon, c'est bien. Sur le portable, le conditionnement est un levier. Bien sûr, elle est revenue. Bianca est revenue. Quel enfer. Depuis Abidjan, je regarde un peu les commentaires. Alors,
On va parler de la pyramide de maturité rapidement pour resituer le rôle de la fonction achat. Pyramide de maturité, c'est notre premier levier, notre premier pilier aux achats. Il recentre vraiment la fonction achat orientée sur une réponse aux attentes des clients, utilisateurs, consommateurs du produit, service, etc. que l'on va proposer au sein de son organisation, de son entreprise, etc. L'objectif de l'acheteur, ça va être de faire grimper en maturité son service achat. D'accord? Et l'objectif au niveau des équipes, eh bien, plus on va travailler dans ce sens-là, plus on va aimer ce qu'on fait, plus on va réfléchir et être vraiment dans un niveau d'expertise qui ne sera pas remplaçable par des machines ou externalisables, etc. Dans l'idée, finalement, le rôle de la fonction achat, il se résume à deux grands axes. Le rôle d'un acheteur dans une entreprise, d'un responsable achat, d'une direction achat, ça va être d'améliorer l'efficience organisationnelle de son service. Donc là, on va réaliser ce qu'on appelle les priorités d'action organisationnelles. Le but va être de structurer un service qui est bien organisé, on va revenir dessus, et de générer un maximum de performances économiques, sociales et environnementales. C'est ce qu'on appelle les priorités d'action économiques, sociales et environnementales, les PES. Ces deux axes vont permettre des deux côtés, de projet après projet, de monter en maturité jusqu'à arriver à l'amélioration continue. Sous-entendu, on a un service qui est très bien structuré au niveau organisationnel. On a tout mis en place, on va revenir dessus. Et de l'autre côté, on a mené des vagues de projets sur nos principales catégories achats qui ont été optimisées d'un point de vue économique, social, environnemental. Et donc, on va potentiellement retravailler sur des actions qu'on a déjà fait, des projets qu'on a déjà fait. Et c'est là où on rentre vraiment dans l'amélioration continue. Est-ce que tout le monde suit? Alors, voyons voir ça. La RSE intègre le pilier économique. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Hyper important. Pouvez-vous nous parler du scope 1, 2, 3? C'est pas au goût du jour, ça. Mais on peut en parler, si vous voulez, à la fin. Enfin, au goût du jour. C'est pas le sujet du jour. Conditionnement. Allez-y, posez vos questions. Ensuite, si on reprend le processus, donc là, on va arriver, on va se dire comment, finalement, définir ses priorités d'action le plus facilement possible. Pour ça, on a le deuxième pilier, qui est le processus du cube stratégique, qui en 6 étapes va permettre d'identifier ses priorités d'action PES, donc des projets sur des catégories achats, famille, sous-famille, ça dépend de la granularité d'un portefeuille achat, et les priorités organisationnelles. En gros, on va définir un plan d'action. On va faire un diagnostic, on va faire une stratégie, qui est un plan d'action, et on va mener ce plan d'action derrière. L'objectif va être de monter en maturité. Et donc, l'objectif finalement de ce live, ça va être de vous présenter un outil unique qui va permettre de rentrer dans l'action. Cet outil unique, il va avoir quelques spécificités. Il va permettre de structurer une base de données, quel que soit le niveau de départ. On a un gros souci sur les entreprises, notamment qui sont sur des niveaux bas de maturité. Je pense niveau 1, 1,5, où en fait, on va avoir une gestion de la data qui est perfectible. Et du coup, les extractions qu'on va faire de l'ERP, comme le processus, les fiches articles fournisseurs sont mal remplies, les processus ne sont pas suivis, on va avoir des bases de données qui ne sont pas du tout exploitables pour faire un tableau de bord. Et bien là, on va pouvoir retravailler cette base de données, quel que soit d'où on vient, pour pouvoir faire un premier tableau de bord qui va nous permettre de faire un plan d'action. Et ensuite, dans les priorités organisationnelles, on va restructurer la gestion de la data pour pouvoir demain faire une extraction qui soit exploitable. Ce fichier va nous permettre de mettre en forme des données au travers d'un tableau de bord performant. Et ça, je sais que beaucoup d'entre vous ici le connaissent, c'est le fameux tableau de bord. Ensuite, il va permettre de réaliser un diagnostic organisationnel du service achat. Il va poser les bonnes questions pour connaître exactement où on en est d'un point de vue organisationnel et donc comment derrière structurer un service achat qui va être performant. On va voir les différents aspects. Ensuite, il va permettre de faire un auto-diagnostic RSE et achat responsable. On va être sur quelque chose d'assez succinct, mais quand même qui va être appuyé sur les normes ISO 26000, ISO 20400 et un peu tous les référentiels qu'on a pu récupérer. L'idée, ça va être de se positionner. Effectivement, un acheteur qui est tout seul et qui va lancer une dynamique achat RSE, il va vite se retrouver confronté, finalement, s'il est tout seul, aux différents services. Il va avoir de mal à mettre de la transversalité. Il va avoir du mal à fédérer autour de cette action. Je vous donne un exemple tout bête, mais ça m'est arrivé de mettre en place des dynamiques achat RSE dans des entreprises. Et finalement, ces entreprises, comme au niveau des autres services, je dirais la maturité RSE et la capacité à utiliser cette dimension RSE était relativement faible, et on n'utilisait pas le travail de communication vis-à-vis des clients, en interne, etc. Et enfin, ce fichier va vous permettre de définir vos priorités d'action économiques, sociales et environnementales par catégorie d'achat, famille et sous-famille. L'idée de ce fichier, finalement, c'est j'arrive dans une boîte, je suis mon processus, je connais mon niveau de maturité initiale,
je suis le processus, j'utilise le fichier en parallèle et je vais pouvoir définir mon plan d'action très rapidement et de manière assez lisible aussi pour les autres services de l'entreprise, pour les directions. Parce que vous allez voir, ce fichier, en fait, il permet de faire des extractions très simples et de pouvoir présenter rapidement et efficacement un plan d'action à sa direction. Alors, je vais repasser un peu vous voir. C'est OK, le son est coupé. La présentation sera-t-elle disponible sur la plateforme SWOT? Oui, depuis Abidjan. Bon, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous laisse commenter un peu. Je vais voir si on est toujours en ligne. Bon, c'est parfait ça. Ça a l'air de marcher. Bon, bah, nickel. C'est bon, ça marche toujours, le tableau de bord et... Oui, c'est bon, ça marche. OK. Je me méfie hein, maintenant. On a viré Bianca. Est-ce qu'on a viré Bianca? Hakim, Patrick. Ah oui, bah Patrick, toi, tu vas la voir tout de suite. Tu es labellisé. Béatrice aussi. En plus, j'ai mis sur le slide. Secret, secret. Maxence, Belle. OK, bon, tout le monde est là. Je continue? Ah, Christine. Salut Christine, on t'attend sur la plateforme. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Toujours concentré à Strasbourg. Il y en a qui arrivent encore. Bon, allez, super, ça marche. Alors, c'est parti, on y va. Alors, en fait, beaucoup d'entre vous connaissent le tableau de bord. Le tableau de bord, en fait, ça a été un peu... nous, on considère qu'aujourd'hui, un acheteur RSE ou pas RSE, d'ailleurs, dans son spectre d'expertise, il doit maîtriser le data management. On peut améliorer que ce qu'on peut mesurer. Et s'il y a bien une fonction qui est mesurée, c'est bien les achats. Donc, savoir manager des datas, les transformer de manière visuelle dans un tableau de bord, qu'on utilise un ERP très performant, etc., ça ne change rien. Le langage du big data, de la base de données, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. D'accord? Donc, on va intégrer des critères financiers et bien sûr, à terme, extra-financiers, une fois qu'on aura mesuré justement les impacts sur les catégories, sociaux pour les fournisseurs, environnementaux sur les articles qu'on achète, services, etc. Donc, l'idée, ça va être de pouvoir piloter ce fichier, vous le connaissez. Voilà. Et son évolution, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, il va vous permettre d'analyser. Ici, vous avez un screen de la synthèse que va permettre ce tableau de bord. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Mais en gros, il vous permet de vous positionner en termes de maturité. Il vous permet de faire un bilan complet organisationnel de votre service. D'accord? Il va vous permettre de faire une analyse, un premier autodiagnostic. Je dis bien, c'est un premier autodiagnostic. Ça ne remplace pas un audit RSE, etc. Par contre, ça peut commencer à vous sensibiliser, à savoir un petit peu les points de faiblesse et à commencer à avancer. Mais surtout, l'objectif de ce raccordement à la norme ISO 26000, norme ISO 20400, et puis on a intégré ODD, etc., etc. L'idée, ça va être de commencer à se positionner en interne, de se dire, attends, mon entreprise, moi, je vais mettre en place les achats RSE, mais mon entreprise, elle en est où? Est-ce qu'on est en capacité de mettre en place un management de la RSE, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que autant dans des grands groupes, aujourd'hui, la RSE est plutôt structurée, comme un service à part entière, mais par contre, dans les PME, souvent, on part de zéro. Et comme on a vu, les achats sont les premiers en première ligne pour participer à ce management de la RSE, eh bien, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on forme les acheteurs sur justement ces normes, etc., sur un diagnostic de base qui va permettre vraiment d'amorcer la démarche. Voilà. L'idée, c'est de se positionner d'un point de vue RSE, transversalité, etc., dès le diagnostic. Et ensuite, il va y avoir une matrice secrète que je vais vous présenter. L'idée, tout simplement, ici, ça va être d'analyser, c'est un diagnostic qu'on peut utiliser directement dans ces présentations pour présenter de manière très claire où on en est à sa direction et où on veut aller. Et l'autre point important, c'est qu'il va nous dire comment y aller, puisqu'en fait, ce fichier va nous permettre de nous donner des pistes immédiatement de projets organisationnels et de projets sur des catégories, des familles, des sous-familles achats sur lesquels travailler en priorité. Et c'est tout l'intérêt. Piloter, analyser, agir. Et ici, vous avez donc les plans d'action, donc très simple. Imaginons qu'on ait décidé de travailler ici sur les prestations intellectuelles lambda, on va lancer un projet. Sur l'énergie, on va lancer un deuxième projet. Sur l'IT, on va lancer un troisième projet. Par exemple, un manager achat qui a deux acheteurs, eh bien, il va positionner ces deux acheteurs sur des projets. Lui, il va en gérer un. D'accord? Projet après projet, on va essayer de générer un maximum de performance économique, sociale, environnementale, qui va se cumuler projet après projet. Chaque vague va générer son cumul de performance, de triple performance. Parfois, comme je dis toujours, parfois que de l'économique, parce qu'il n'y a pas grand-chose à aller chercher.
parfois de l'environnemental et de l'économique, ça va souvent ensemble, parfois que du social. Chaque vague va générer son cumul. Et si on a bien priorisé, c'est tout l'enjeu de ce live, et ben les premières vagues vont être les plus génératrices de triple performance. Vague après vague, on va avoir ce cumul de triple performance qui va progresser, et donc on va monter en maturité achat sur ce plan-là. On va arriver maintenant au nouvel ingrédient, puisque là, en fait, c'est un outil qu'on a créé. C'est un outil qui se colle à la recette, hein, au cube stratégique. Et donc là, on va arriver sur les nouvelles matrices aux achats. Alors, on va reprendre, pour ceux qui connaissent un petit peu nos formations, vous n'allez pas être trop perdus. Et je vais utiliser des exemples pour vous expliquer. Donc, imaginons que vous arrivez sur votre portefeuille achat et vous avez un certain nombre de catégories identifiées. On parle bien de catégories. Ça ne sert à rien de trop rentrer dans la granularité trop vite, parce que ça peut faire perdre du temps et finalement, on n'a pas besoin sur un lancement de stratégie, de diagnostic, d'aller trop loin dans l'analyse approfondie de chaque catégorie. Finalement, on peut aller assez vite dans l'analyse pour pouvoir rapidement définir un plan d'action assez précis. Donc, le premier point, quand on va faire une analyse d'une catégorie, on va faire ce qu'on appelle la matrice interne aux achats qui va permettre de positionner l'achat selon son poids financier TCO. J'insiste bien sur TCO, on ne parle pas du prix d'achat, on parle vraiment du coût global sur toute sa durée de vie d'un produit. Je vais utiliser l'exemple des camions pour que ça vous parle. Et le risque actuel pour l'activité. Imaginons, vous êtes chez un transporteur, d'accord? Donc là, vous avez la catégorie des achats de véhicules pour la flotte. Vous êtes un transporteur, vous avez une flotte de véhicules. Eh bien, vous allez mesurer le poids financier en vision TCO pour l'entreprise. Ben là, vous allez voir que le poids TCO, il est énorme. Vous avez l'achat-revente des véhicules, vous avez la maintenance, vous avez potentiellement la casse, vous avez tout le carburant, etc., etc. Et donc là, il y a un poids TCO très important. Donc vous allez dire que c'est lourd en termes d'achat en interne. Puis vous allez mesurer le risque pour l'activité. Là, vous allez vous rendre compte, par exemple, que toute votre flotte, vous n'avez qu'un seul partenaire, qu'un seul constructeur de camions qui vous livre, et que si demain il vous lâche ou il vous met 25% de hausse, vous êtes dans la panade. Vous allez vous rendre compte que finalement, il y a un enjeu aux ventes qui est énorme, puisqu'en fait, c'est votre cœur de métier. Et donc là, vous allez dire, on est hyper risqué. Voilà. Il peut y avoir des risques aussi, des notions risques par rapport aux consommateurs, risques à différents niveaux. Ça, on ne va pas rentrer dans les différentes étapes de l'analyse interne, ce n'est pas le sujet du jour. Mais voilà. Donc là, vous positionnez votre famille camion en achat stratégique. Ça veut dire quoi, un achat stratégique? Ça veut dire qu'il est lourd financièrement en vision TCO et risqué pour l'activité. Ensuite, vous allez analyser le marché des camions. Et donc là, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément d'acteurs. Comme il y a énormément d'acteurs, et bien finalement, la complexité commerciale peut être relativement faible. Donc vous allez dire que c'est un marché placide où il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent vous livrer. D'un point de vue technique, donc une analyse de marché se fait sur la complexité commerciale et la complexité technique. D'un point de vue technique, là, on va être relativement haut, puisque le monde de la fabrication de camions, vous ne pouvez pas vous pointer du jour au lendemain en fabriquant des camions. D'accord? En fait, il y a les normes Euro 6, donc c'est très technique. Il y a énormément d'investissements. C'est des boîtes qui ont une centaine d'années pour la plupart. C'est un marché concurrentiel, etc. Donc, c'est très dur de rentrer. Et donc, c'est très technique. Et bien là, d'un point de vue marché, vous allez considérer que c'est un achat faiblement complexe d'un point de vue commercial sur un marché technique. C'est donc un marché technique. Donc là, vous avez un achat stratégique sur un marché technique. Et là, on va avoir le premier des deux ingrédients qu'on a créés, qui s'appelle tout simplement la matrice RSE achat SWOT. Cette matrice, en fait, tout simplement, elle va vous permettre d'identifier l'impact environnemental et l'impact social d'une entreprise par rapport à une grille qui va prendre en considération sur toute l'analyse ACV d'une catégorie d'achat, ces impacts environnementaux, par exemple, l'impact sur les sols, l'air, les eaux, par exemple, l'impact social, conditions de travail, etc., l'impact sur l'organisation, d'accord, et l'impact sur le consommateur notamment. Tout ça va vous permettre non seulement d'identifier si on est sur une catégorie d'achat qui a plutôt des impacts sociaux, sur une catégorie d'achat qui a plutôt des impacts environnementaux, ou sur une catégorie d'achat qui a les deux. Dans le cadre des camions, c'est très simple. Les camions, en fait, c'est le premier poste d'impact CO2 d'un transporteur, avec la consommation de carburant, toute la durée de vie du véhicule, les liquides, les vidanges, etc. Et c'est aussi le premier levier d'impact social. Parce qu'en fait, dans les camions, il y a des chauffeurs. Et les chauffeurs, c'est la majeure partie de la masse salariale des transporteurs. Et donc, il y a toute une dimension sociale derrière. Donc là, on peut considérer que la famille d'achat des véhicules, c'est une catégorie qui va être environnementale et sociale. Et tout ça va nous amener tout simplement à la matrice finale qui permet d'identifier ces priorités d'action PES. Donc, les catégories sur lesquelles travailler, et ensuite, on va creuser pour savoir sur quel projet mener. On va arriver là-dessus. Donc, vous vous rappelez
On a toujours notre famille camion ici. On a dit que c'était un achat stratégique. Vous voyez ici stratégique sur un marché technique. D'accord? Et donc, ici, vous avez l'impact RSE, social, environnemental. Hop. Ah, merci Canva. C'est mis derrière. On va y arriver. Tac. Voilà. Et donc, on est donc stratégique. Donc, hein, c'est pour ceux qui ont joué à la bataille navale, vous n'allez pas être perdus. Stratégique sur un marché technique, d'accord, avec un impact social et environnemental fort. Et donc, il va se placer là. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est pas une matrice de Kraljic, Emmanuel, rien à voir. J'étais sûr que tu allais tomber dans le panneau. Pas du tout, du tout, du tout une matrice de Kraljic, mon cher ami. Rien à voir. Même sur les premières, hein, les deux premières, c'est pas du tout des matrices de Kraljic. Alors, peut-on agrandir l'écran? Ouais, je l'agrandis, pardon. Il est mieux qu'un Power BI, ce fichier. Merci, Laureline. Top. Quels sont les types de données utilisés pour un diagnostic performant? Alors, principalement, Caroline, tu vas avoir... Je fais une petite pause. 47, comme d'habitude. Non, ça va. On a dit que ça finissait à 19h. Ouais, on va être un peu juste. Bon, ça devrait aller. Je viendrai sur les questions. Moi, je pourrais rester un peu plus longtemps pour ceux qui veulent. On va avancer pour ceux qui ont fixé un créneau de 45 minutes. Oui, oui, il sera disponible bientôt. Alors, très belle, très clair. C'est bon, c'est clair? Bon, c'est cool. Allez, on continue. On avance, on court. En fait, c'est assez sympa ça parce que cette matrice-là, en fait, elle va vous permettre tout simplement d'identifier très précisément sur quelle catégorie travailler pour aller générer un maximum de performance RSE, un maximum d'impact sur la performance économique et d'identifier aussi les contraintes, menaces et opportunités d'impact liées au marché fournisseur. Et en fait, vous allez voir ici les 4 catégories. Donc la première, c'est des catégories achats qui vont tout avoir, hein, fort potentiel d'amélioration de l'impact économique, social, environnemental. Les catégories 2, c'est des catégories d'achat qui vont avoir un faux potentiel d'amélioration d'impact social et environnemental, mais faiblement économique finalement. Typiquement, je prends l'exemple c'est l'exemple que tout le monde utilise, ça me fait beaucoup rire ça. C'est les gobelets en plastique de la machine à café. Oui, impact économique zéro. Par contre, effectivement, d'un point de vue plutôt environnemental que social. Mauvais exemple. Bref. Donc, les priorités de rang 2, une catégorie achat à fort potentiel d'amélioration d'impact social et environnemental. Les 3, on va plutôt être sur un impact économique, d'accord? Parce qu'on va avoir du coup un faible potentiel d'impact économique. Et la priorité 4, c'est des catégories achats qui vont rien avoir en fait. Potentiellement, travailler dessus, ça ne va pas générer énormément. D'accord? Une fois que vous arrivez dans cette vision-là, vous allez pouvoir tout simplement cliquer sur le tableau de bord. On parlait des données tout à l'heure. Vous cliquez sur le tableau de bord. Vous allez voir de quoi est composée votre catégorie. Et là, tout simplement, vous pouvez prioriser par poids financier, par risque et affiner selon les marchés fournisseurs vos projets. Je vous donne encore un exemple sur la famille camion. Tout le monde comprendra, je pense, cet exemple-là. Vous identifiez que la famille d'achat de véhicules est prioritaire, donc en rang 1, comme on voit ici. Vous cliquez sur la famille achat de véhicules. Et là, vous allez voir dans la famille achat de véhicules, par exemple, les tracteurs sur lesquels on met les remorques, là, les tracteurs, voilà. Vous allez voir, par exemple, les porteurs, c'est les camions qui sont utilisés pour faire de la livraison. Vous allez voir les camionnettes, c'est les véhicules qui sont pour faire de la toute petite livraison en ville. Et puis, vous allez voir, par exemple, les véhicules particuliers. Et ben, dans le projet, vous allez voir qu'en fait, les véhicules particuliers, ce n'est pas forcément les mêmes constructeurs. Et que par contre, les camionnettes, il y en a certains, c'est les mêmes constructeurs, et les porteurs et les tracteurs, par contre, c'est le même marché. Mais vous allez peut-être décider de faire un projet au sein de la catégorie achat sur la famille des tracteurs et porteurs en même temps. Voilà. Et comme ça, très rapidement, vous pouvez identifier vos priorités d'action. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je vous laisse me répondre, je regarde un peu. Comment les ressources? Ouais, c'est cool? Ouais. Et oui. On va gagner du temps, les amis, on va gagner du temps. Et on va faire... Ouais. Puis j'écoute plus jamais de l'achat. Ben Yannick, on t'attend. Hein. On t'attend, nous. Patrick Beauval, très belle matrice, 3 entrées. Ouais, ouais bah finalement, c'est pas si compliqué, mais finalement, ça permet aussi de bien comprendre. Keep on going. Salut Rodolphe, ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Quand je pense que Desma me dit que les achats indirects ne sont pas stratégiques. Bon, brillant.
Ouais, merci, c'est sympa. Limpide, ok. Que signifie PES? PES, c'est... les priorités PES, c'est les priorités économiques, sociales, environnementales, tout simplement. C'est des projets qui vont avoir pour but, des projets achats qui vont avoir pour but de générer de la performance économique, sociale, environnementale. Le meilleur équilibre de tout ça. Parfois, je le dis, parfois, ça dépend du marché, ça dépend de plein de choses, des attentes des consommateurs notamment, des clients. Tu vas aller plus vers telle ou telle chose. Mais au sein de ton projet, quand tu identifies tes leviers, ce n'est pas le sujet du jour, il ne faut pas que je m'emporte. Tu identifies ça en fait. Et en fait, dans ta réunion projet, tu vas choisir vers quoi tu vas, puisque tu sais ce qu'attend ton client, ton consommateur, tout ça. Je ne rentre pas dans le détail, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, cette matrice pèse, en fait, vous allez voir des notations très précises de chaque catégorie achat. Donc, c'est une création qui est vraiment didacticielle. Hein. Donc, sur chaque matrice, vous allez avoir des notes qui vont sortir. Une note de poids financier TCO, une note de risque, une note de complexité commerciale, une note de complexité technique, une note d'impact environnemental, une note d'impact social, et tout ça va vous donner votre note d'indice PES aux achats. Et donc, vous pouvez classer vos priorités, ce qui permet de manière plus lisible que ça, finalement, de pouvoir commencer à faire vos priorités, de comparer et de choisir. Ok, ensuite on passe dans le diagnostic organisationnel, et je suis à la bourre comme d'habitude, j'espère que vous allez rester. Donc, le diagnostic organisationnel achat, ça, si, c'est une nouveauté. Donc en fait, c'est un questionnaire qui est intégré dans le fichier et qui vous permet finalement, vous le remplissez, tac, 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 vous avez un certain nombre de questions qui va faire remonter un arbre de compétences que vous allez pouvoir comparer à vos objectifs, tout simplement. Et vous allez pouvoir voir, par exemple, compétences, je vous donne un exemple très simple, au hasard, vous allez voir. Vous avez un souci au niveau des compétences en interne, et c'est au hasard parce que c'est quelque chose qu'on constate aussi sur le terrain, c'est pas seulement pour vous vendre des formations, je vous rassure. Les compétences, on va voir peut-être qu'on est très faible en compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des équipes qui n'ont pas de formation achat. Donc, on a plusieurs grades. Hein. On a vraiment, je ne sais pas du tout mettre en place des achats, j'ai eu aucune formation, je passe mon temps à taper sur mes fournisseurs, jusqu'à je suis formé aux achats, je maîtrise comment le data management, comment intégrer la RSE, tout ça. Donc, j'ai un haut niveau d'expertise. Et donc, vous allez voir les niveaux de compétences, et naturellement, ça va vous aiguiller vers des besoins de formation, tout simplement. Au niveau RH, ça va vous aiguiller vers des besoins de recrutement. Et tout ça va sortir automatiquement, ce qui va vous permettre de commencer à faire votre tri pour définir vos priorités d'action organisationnelles. Puisqu'on se rend compte d'une chose, c'est qu'en fonction de votre niveau de maturité sur la pyramide, c'est toujours les mêmes actions qui ressortent. C'est toujours les mêmes choses à mener. Par exemple, sur les process, vous vous rendez compte que vous n'avez pas de process achat. Vous avez par exemple un process appro qui est perfectible et vous n'avez pas de process achat, pas de stratégie, pas de politique achat. Eh bien, dans les actions à mener, il va y avoir le fait de structurer une politique achat RSE, le fait de structurer un processus achat, d'accord, etc., etc. C'est bon, tout le monde suit? Les vêtements de travail. Ben, ça dépend, Caroline. Si tu travailles, ça dépend dans quoi tu travailles. Mais oui. Est-ce qu'on peut pondérer les notes en fonction de la politique d'entreprise? Alors, c'est une bonne question, Patrick. De toute façon, toi, tu vas faire partie des gens qui vont encore nous aider à l'améliorer, hein, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est pas intégré. Mais, de toute façon, elle va évoluer, hein, vous allez vous l'approprier. Et puis, comment détermines-tu la note? Ben, je l'ai dit tout à l'heure, si tu as écouté. Bon, c'est cool. Allez, super. Je continue. Donc voilà, donc là en fait vous allez avoir une vision organisationnelle de votre service achat RSE très simple, très lisible pour une direction achat. Et derrière vous allez pouvoir tout simplement aussi vendre votre plan d'action en disant ben moi j'arrive dans un service achat, dans un groupe, j'identifie que j'ai 7 ou 8 acheteurs et que j'en ai aucun qui a une formation achat, et ben je vais dire si vous voulez qu'on intègre, qu'on développe les achats, je ne parle même pas de la RSE, hein, si vous voulez qu'on développe les achats, si vous voulez qu'on développe les achats RSE, il va falloir les former soit aux achats RSE pour aller plus loin, voire au data management, pour avoir une équipe qui parle un langage commun. Parce que derrière cette méthodologie, il y a un langage commun. Tout le monde parle le même langage. Ça permet à une entreprise d'être très confortable. En fait, hein, j'ai toutes mes équipes qui sont formées, j'en ai un qui s'en va, hop, j'en recrute un qui maîtrise la méthode, il se réintègre dans les process et tout va bien. Donc, vous allez pouvoir vendre vraiment un plan d'action très précis à votre direction d'entreprise. Ensuite, l'autodiagnostic achat RSE et achat responsable. Il permet finalement de se positionner un peu dans un contexte global. Vous allez avoir donc là les 7 questions centrales, vous allez avoir une partie ISO 26000 et une partie plus développer la vision, agir en synergie, structurer la RSE.
C'est assez sympa. Ça met un petit peu de temps à travailler. Ça se fait avec le reste de l'entreprise. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on commence déjà à avoir une action transverse avec la direction, avec les différents services, etc. Et du coup, une fois qu'on le remplit, bah, automatiquement, ça va nous créer ça. On se définit nos objectifs avec le groupe projet autour de la RSE. Si c'est nous qui sommes moteurs du management RSE, si c'est pas nous, bah, on va se coller là-dedans, mais nous, on va avoir l'expertise vraiment pour se positionner. Voilà. Ça permet d'avoir une vision très claire d'un point de départ. Ça permet aussi de comprendre des gros problèmes. Là, effectivement, dans l'exemple, on n'est pas trop mauvais. Imaginons qu'on soit très très bas. Il ne faut pas s'étonner derrière si votre action achat RSE, votre analyse des consommateurs, vous allez consulter le marketing, vous n'allez pas avoir finalement les retours des attentes des consommateurs, des clients, etc. Vous allez devoir le faire vous-même. Ça va être beaucoup plus dur. Voilà. Ça vous permet d'avoir une vision assez précise. C'est très important quand on rentre dans une entreprise de se positionner dans l'ensemble. C'est clair pour tout le monde? C'est un euphémisme. Et oui, Rodolphe, ouais, on est d'accord, on est tous les deux. Je dirais, on a l'habitude de ça. Ouais. Heureusement, on a des bons. Y a-t-il des macros dans l'outil? Thierry Peluchon. Oui, il y a des macros, bien sûr. En fait, on est sur quand même un niveau de technicité. Alors, Sébastien voulait venir, mais bon, il a beaucoup, beaucoup de travail. Donc, pour vous expliquer un peu l'ingénierie qu'il y a derrière ce fichier. Oui, c'est assez complexe. Ouais. Clairement, c'est lui qui l'a fait sur le fond. Et c'est quand même complexe. Oui, Faiza, il est disponible en français aujourd'hui. On vise passer tout en anglais milieu d'année prochaine. C'est un peu long, hein. Mais tu peux le traduire. Tu peux le traduire assez simplement. Si tu fais la formation, finalement, tu es capable de le refaire de bout en bout. E-test 1, ok. E-test 1, le bon broker. On a encore un spammer. Bon, je continue. Allez, c'est parti. Ecovadis sur l'autodiagnostic ou autre pour autodiagnostic non. Non, non, non. On a pris quand même beaucoup de référentiels. On a fait notre propre autodiagnostic. On s'est basé sur l'ISO 26000 et 20400 qui nous ont semblé quand même être les plus... Juliette, nous semblent être les plus, je dirais, pertinents là-dessus. On aime bien cette charte et donc on s'en est servi. Comment intégrez-vous les parties prenantes internes clés dans votre démarche? Eh bien, en fait, on va réaliser l'autodiagnostic. En fait, on va arriver dans l'entreprise. On va commencer par rencontrer, bien sûr, les parties prenantes, mais sans rentrer tout de suite dans l'action, plus dans une vision un petit peu why, pourquoi on est là, etc., etc. On va identifier justement ces fameuses parties prenantes. On va les réunir autour d'une réunion qui va avoir pour but un peu de voir où on en est. Et puis, on va les aider, ils vont nous aider à répondre à ce fameux questionnaire qui va permettre de se positionner rapidement. Ça dépend de la taille des entreprises, tout simplement. Et ensuite, ils vont être les parties prenantes sur la vision globale, vont être questionnés sur certaines catégories, certaines opportunités, visions, etc. Et au niveau des projets, en fait, au fur et à mesure donc c'est un autre processus, quand on va optimiser une catégorie, là, en fait, en fonction de la vision TCO, on va voir les parties prenantes et on va les intégrer dans le projet pour valider les leviers qu'on va activer, c'est-à-dire la redéfinition du besoin au travers de l'appel d'offres. Avez-vous monté une liste d'achats concernée par la RSE? Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Juliette. Je t'invite à poser d'autres questions si tu veux. Avez-vous monté une liste d'achats concernée par la RSE? Je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux reposer ta question? Bon, je continue parce que je suis en retard comme d'habitude. Plan d'action pour entrer dans le Lean. Alors, je rappelle les fondamentaux. Tout ce qu'on vient de faire là, tout basiquement, c'est définir des priorités d'action organisationnelles qui vont nous permettre de monter en maturité achat. Dans ces priorités d'action organisationnelles, on a inclus, si on est moteur sur le management RSE, pourquoi pas de se raccorder à un référentiel ou un label RSE, type EcoVadis, type engagé RSE, type label Lucie, donc il y a le label sectoriel et le label spécialisé. En fait, l'acheteur, aujourd'hui, dans nos formations, ce qu'on amène, c'est une vision un peu de tout ce qui se fait pour que l'acheteur, en fonction de son secteur d'activité, de ses clients, de ses fournisseurs, de ses objectifs, des moyens qu'il veut mettre en place, il va pouvoir définir son management de la RSE. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, un bon management de la RSE, c'est comme un bon management de fournisseurs, de labellisation, etc. Et finalement, il faut en choisir plusieurs. Je donne un exemple. Vous êtes une entreprise agroalimentaire à dimension internationale, française de base, avec des clients, beaucoup de clients français, des grands groupes français.
Et ben, par exemple, vous allez choisir EcoVadis pour venir scanner tout votre tissu de fournisseurs. Vos clients, ils sont déjà dedans, tout le monde est dedans. Donc, forcément, vous allez choisir pourquoi pas la solution EcoVadis. Les problèmes de la solution EcoVadis, à ma connaissance, s'il y en a des EcoVadis présents ici, vous me le dites, hein, si je dis une bêtise, mais EcoVadis, aujourd'hui, ils ne vont pas aller visiter vos fournisseurs sur site et faire des audits approfondis. Et donc là, vous, en tant qu'acheteur RSE et pourquoi pas contributeur au management de la RSE ou contributeur à la définition du management de la RSE, vous amenez votre compétence aussi d'acheteur en disant, attends, si je prends que EcoVadis, ben, je suis dépendant d'un prestataire. Si demain, il augmente les prix, si demain, voilà, etc., ça peut être compliqué. Et d'un autre côté, ben, il est perfectible parce qu'il n'y a pas ces audits physiques. Et ben, derrière, tu vas pourquoi pas raccorder ça à une série d'audits, par exemple CEDEX ou SMETA, si tu es dans l'agro, c'est assez pertinent, sur les matières premières. Et donc, tu vas aller faire des audits, soit avec un auditeur référencé SMETA, toi, tu viens avec, en plus, tu vas visiter tes fournisseurs, d'accord? Et comme ça, tu vas croiser une vision plus digitale de suivi qui permet de faire la grosse masse et d'avoir une vision globale, avec des audits SMETA réguliers de tes fournisseurs, pour que demain, si un auditeur vient te voir, un client, il te dise, ah oui, mais EcoVadis, machin, il dit, mais attendez, on fait aussi des audits physiques SMETA. D'accord? Bon, j'ai un peu dérivé, mais voilà. Donc, en gros, ça nous sert à définir nos priorités d'action organisationnelles. Former les équipes, embaucher des acheteurs, structurer des processus, structurer le management de la data, etc., etc. Et de l'autre côté, on l'a vu, les priorités d'action PES avec la matrice et les notations PES qui vont permettre de définir des priorités d'action qui vont intégrer bien sûr les dimensions économiques, mais aussi sociales et environnementales pour dire je vais travailler sur ça, ça et ça. Les plans d'action, ça ressemble à ça. Je l'ai présenté tout à l'heure, je ne vais pas le représenter. Vous avez des projets, hein, j'avais donné l'exemple des tracteurs et des porteurs chez un transporteur. Ben là, ça pourrait être le premier projet à mener. Donc, vous allez mener le projet, aller chercher à générer un maximum de performances économiques, sociales et environnementales. Pour ceux qui ont suivi les différents lives sur notamment la gestion de projet, etc., le management de projet, eh bien, vous avez sûrement suivi le projet sur les camions qu'on utilise beaucoup parce qu'il permet de mettre en évidence une baisse de coûts très importante, une amélioration de l'impact social et une baisse de l'impact environnemental, une amélioration des conditions sociales mesurables en se raccordant au référentiel. Finalement, on se raccorde au référentiel des différentes catégories sur lesquelles on est. Il n'y a pas aujourd'hui de référentiel qui peut scanner tout un portefeuille et te dire, hop là, ton impact CO2, c'est ça, ton impact social, c'est ça. Ça se fait au fur et à mesure des audits, notamment, pourquoi pas SMETA, ou avec la solution EcoVadis, ou d'ailleurs. Et quand tu vas travailler sur une catégorie d'achat, par exemple sur les camions, tu as charte objectif CO2, et donc tu vas te raccorder à la charte objectif CO2, tu vas mesurer ton impact CO2. Donc voilà pour le plan d'action. Le plan d'action organisationnel, donc là, par exemple, Vaguin, si tu es niveau 1,5, tu as répondu à ton diagnostic organisationnel, tu sais qu'il faut que tu nomenclatures l'ensemble de tes produits achats et ventes, que tu crées des processus de création article fournisseur, donc là on est vraiment dans la structuration des appros, il faut que tu formes tes équipes, il faut que tu mettes à jour ton ERP, que tu crées tes tableaux de bord, etc. Donc au fur et à mesure des vagues de projets organisationnels, eh bien, tu vas aller générer, développer ton efficience organisationnelle. Je suis quasiment pas en retard. Les next steps, donc l'outil, il est mis à disposition immédiatement à nos apprenants. Comme il n'est pas encore digitalisé au format e-learning, je vois la question arriver. Donc, en fait, on va, au sein de la masterclass Cube, d'accord, le mettre à disposition. Donc, en fait, la masterclass Cube, on va bien sûr présenter le Cube, mais on va tout de suite coller le fichier et vous apprendre à l'utiliser. Donc, les prochaines, c'est 11 mars, 13 mai, 7 juillet. Voilà, vous avez tout un planning. On va sortir le guide achat RSE 2022. Certains auront remarqué qu'il n'est pas sorti cette année. Hein, là, on est à la 7e édition, je crois. On ne l'a pas sorti à cause de ça, notamment. En fait, on travaille sur ça d'arrache-pied pour essayer de vraiment proposer quelque chose de fonctionnel et on priorise sur vraiment sortir le guide 2022 va être un grand gap par rapport au guide 2021 qui était sorti fin 2020. Donc voilà, on espère le sortir en 2022. On est dessus, il est bien avancé. Donc, et dedans, il y aura cet outil et tout le didacticiel pour l'utiliser. Et donc, on lance les prises de vidéo donc pour réajuster nos contenus e-learning pour ceux qui sont au sein de nos cursus. Ça sera live septembre 2022, avec en plus l'arrivée de la 4e génération de formation chez nous. Pour compenser, je ne peux pas vous envoyer cette présentation en l'état aujourd'hui. Par contre, je vais vous donner un lien dans les commentaires et je vous donne accès gratuitement à la formation segmentation et Pareto automatisée pour tous les participants de ce live. C'est une formation qui fait à peu près 5-6 heures,
qui va vous permettre de faire toute la partie amont du tableau de bord qu'on a vu. Voilà, c'est un petit cadeau que je vous fais. Et voilà, et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin d'autre chose, j'essaierai de faire mon maximum. Merci à tous. Oui, mise à dispo pour les certifiés, Patrick, bien sûr. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde. Hop, je mets à jour un petit peu. Est-ce que vous êtes là? Êtes-vous là? C'était intéressant? Ça vous a plu? J'ai un peu dépassé, mais ça va? Avec plaisir, Rodolphe. Ouais, la rediff, elle est. Voilà, oulala. La rediff, elle est. Tu peux le mater en replay. Donc, vous pouvez récupérer ce que vous voulez, mais sachez que vous allez avoir accès. Parce que de toute façon, on va mettre à disposition. Donc, les matrices sont déposées. On va faire une publication et derrière, vous pourrez tous l'utiliser en fait. Voilà. Les matrices, pas l'outil. Hop. Merci, Faiza. Merci, Catherine. Donc tout là, tous nos apprenants, ils y ont accès, hein. On va vous mettre ça. Faut vous inscrire à la classe Cube, Masterclass Cube la prochaine. On ne peut pas mettre un outil aussi puissant entre les mains de tout le monde, vous comprenez? Merci Coralie. Super. Bon, ça vous a intéressé, c'est top. Je sais pas, moi, c'est intéressant. Tu sais, je fais de mon mieux. Après, des fois, je te pose la question, quoi. Merci Christine, c'est cool. Merci Jean-Philippe. C'est quand que tu nous rejoins, toi? Fais un bail, on t'attend. Merci Olivier. Bon, mais c'est top. Merci Jean-Philippe. Merci Sandrine. Bon, vous n'avez pas de questions? C'est cool? C'était clair? C'était clair pour tout le monde? Donc, je vous mets en lien. Hop, je vais vous le mettre tout de suite, ce sera plus simple. Je vous mets en lien pour vous inscrire, pour avoir l'accès à hop, je vais le copier là. L'accès au cours gratuit que je vous donne, quand même, pour vous consoler de ne pas vous donner cet outil fantastique, mais on ne peut pas le lâcher comme ça. Il faut qu'on le perfectionne encore un peu, mais au moins vous avez toutes les clés. Voilà, mais c'est une question de semaine là. Cher. Tac. Hop. Vous pouvez aussi vous inscrire à la masterclass, hein, tout le monde y a accès, hein, donc si vous voulez vous inscrire à la masterclass, n'hésitez pas. Vous pourrez accéder à ça. Je voulais vous le mettre là. Je mets donc la formation gratos parce que on est trop sympa. Tac. C'est là. Je mets là. Tac. Je mets là le Typeform. Si vous voulez vous former, vous recevrez le lien et je le mets dans la description. Je peux le faire, ça? Je le mets dans la description. Partager événement. Bon. Vous l'avez dans les commentaires. Thierry, c'est quoi la question? Redis-moi la question, Thierry. Je ne m'en souviens pas, je suis désolé. Je vais vous mettre les liens vers la masterclass. Formation. Tac. Donc en fait, il faut savoir que nous, on est connus pour nos formations e-learning, enfin connus, c'est un grand mot. Mais en fait, donc on a maintenant des masterclass. Donc en fait, quand vous formez chez nous en e-learning, vous pouvez soit cumuler, soit remplacer une partie des formations e-learning par des classes. On a tout un planning, on a 6 dates pour chaque pilier, hein, et les 4 piliers sont suivis. Et du coup, ça permet, si vous êtes plus, vous préférez des classes en live avec les intervenants, donc il y a moi, il y a Sébastien notamment, et ben vous pouvez y accéder cette année. C'est plutôt cool. Tout ça, bien sûr, financé avec votre CPF. Voilà, je vous ai mis les masterclass. Si vous voulez vous inscrire, vous faites une demande et puis il y a mon équipe qui vous appellera. Bon, c'est super. Pas de quoi. Merci. Merci Hélène. Merci Laureline. Merci Nadia.
Thierry, j'attends ta question. Tu peux me la poser plus tard si tu veux. Je suis désolé. Ma question ci-dessus. Elle est où ta question? Voilà, il y en a des commentaires. Euh, Bon, je vais devoir couper. Bon, remarque, je vais rester. Je peux rester un petit peu plus si vous voulez. Tu l'as remis, Thierry? L'inscription? Ouais, tu demandes à Patricia. Christine, bien sûr. Patou, comme on l'appelle ici. Pastor, Muriel. Merci, merci Muriel. Les PME sont-elles plus sensibles statistiquement à une proposition de mise en place d'une démarche achat responsable ou bien de démarche RSE, incluant AR? Achat responsable, c'est ça, achat RSE. Alors, les PME sont-ils plus... Alors c'est intéressant. Je dirais qu'aujourd'hui, tous les grands groupes, ils ont un pied dedans, globalement, de ce que j'en constate. Nous, d'ailleurs, on est beaucoup plus sur des PME. On est vraiment sur le tissu PME, clairement. On travaille avec pas mal de groupes, hein, quand même, des grands groupes, hein, des grands noms. Mais finalement, les PME sont vraiment aujourd'hui le tissu des personnes qui se forment chez nous. C'est beaucoup de responsables RSE, achat, achat RSE, achat responsable ou achat tout court en PME. Parce que bah, finalement, de pouvoir se former de manière individuelle, c'est hyper confortable pour ces personnes-là. Et le fait de pouvoir se former bah, sans contrainte, hein, comme on veut, c'est hyper, c'est quand même pratique. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question? Je dirais que non. Je dirais que ça dépend des PME, ça dépend des secteurs d'activité. Tu vas avoir des secteurs d'activité qui sont de base hyper RSE, genre toutes les nouvelles boîtes dans l'agro, dans la cosmétique, dans les vêtements, tout ça, toutes ces boîtes-là, anciennes et nouvelles, ils sont à fond dedans. Et après, tu as certains secteurs d'activité qui sont un peu en retard parce que finalement, de base, hein, la majeure partie des entreprises vont vers la RSE parce que les clients ont des attentes par rapport à ça. Si tes clients n'ont pas d'attente RSE, je te donne un exemple, mais les clients. On a travaillé avec DINEF il y a quelques années, un gros pétrolier, enfin un distributeur de carburant et autres. Bref, effectivement, les clients sont moins sensibles à la RSE. Donc, quand on a baissé la consommation des flottes de camions de livraison, bah, c'est pas quelque chose sur lequel tu communiques forcément vis-à-vis de tes clients, finalement. Donc, c'est juste un exemple. J'ai une question pour vous. Ok, Yuliu, le bon broker. Coralissa, j'ai une question pour vous. Je sais pas qui c'est le bon broker, mais ça sent encore le spammer là. Bon, allez, super. Je sais pas combien vous êtes encore. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Ah, 71 encore, quand même. Pas de questions? C'est bon? Sûr? Avec plaisir, Nicolas. Oui, mais la RSE, c'est un métier un peu réservé à la direction. Non, non, pas du tout. Alors, oui, alors, important, pour ceux qui sont encore là, la RSE n'est pas un métier. Eh oui. La RSE, elle est dans tous les métiers. La RSE, elle s'intègre dans les processus des différents métiers. C'est pas un métier. Mais quand tu as un grand groupe, tu es obligé de fédérer les actions RSE, de manager la RSE au sens global intermétier, de faire une transversalité. Le métier de la RSE dans une entreprise, un directeur RSE par exemple, son métier va être de chapeauter les actions des différents services et de faire la connexion pour que finalement tout se suive. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Le e-learning, Ludivine, c'est les autres formations en fait. Tu as les cursus en fonction de ta situation sur le site. Je t'invite à regarder. Voilà. Je précise que dans le e-learning, les masterclass sont incluses. Ah, bonjour à Sébastien. Qui est cet utilisateur caché qui passe le bonjour à Sébastien? Oui, la RSE, c'est pas un métier. Je le répète, c'est le gros problème. Les boîtes, elles font de la RSE, mais tu vas mettre quelqu'un à la RSE, mais qui n'est pas expert dans un domaine particulier. Par contre, s'il y a bien une fonction qui peut insuffler la RSE, ce changement dans les entreprises, on l'a vu, c'est quand même les achats. On est vraiment en bonne position. Ouais, on va te rappeler, Laureline. T'as pas déjà suivi des formations, toi? Merci Thierry, bah, avec plaisir. Je suis à ton service. Ah, salut Michael.
Content d'avoir de tes nouvelles. Bon, allez, il est temps pour nous de nous quitter, chers amis. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie de tout cœur pour votre soutien, tout ça. C'est sympa, on avance bien, on fait évoluer les choses et voilà, d'avancer ensemble, c'est top. À très bientôt tout le monde. J'attends vos au revoir et puis je raccroche. Ouh là là. Tu vas transférer, c'est un chantier énorme. Avec d'habitude, jusque-là, il marche. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est une belle image, Rodolphe. Ah, ça dépend, ça dépend. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais je comprends ce que tu veux dire. Je l'ai vécu plein de fois. Je me suis planté plein de fois. Heureusement, on n'a pas fait que se planter, mais vous tapez formation achat RSE en ligne. Alimatou, tu remontes, tu vas le trouver. Bye Louise, merci pour ta participation, c'est cool. Quid des autres aspects RSE? Dis-moi en plus, LinkedIn User. Au revoir Olivier, merci beaucoup pour ta participation. Ouais, Yannick, on t'attend. J'espère que ça t'a intéressé. Mais j'ai tout repris et je veux. Bah, c'est bien. Je pense que tu vas être prête, Laureline. Là, on peut dire que tu auras mis les moyens. Ciao, ciao. Ciao Jean-Michel. Ciao Alimatou. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée Imad. Ciao tout le monde. C'était très cool. Alors, combien on est? Oh, on a encore beaucoup là. Vous êtes là, vous écoutez d'une oreille là. Vous me dites pas au revoir. Ouais, ouais. Mais en fait, bon, ben, on n'est plus beaucoup. On peut continuer à discuter tranquille. Mais effectivement, on se plante souvent. Le management n'est pas toujours. Ah, Muriel. Ouais, 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 c'est vrai. Mais ça va venir. Ça va venir. Je pense que si on l'amène sous le spectre d'une opportunité économique, c'est ce qui va changer les choses. Et aux achats, on est très bien placé pour le faire. Sinon, ça va être vu comme une contrainte, alors que c'est une opportunité. Ciao Christine, on t'attend sur la plateforme. Il y en a un qui m'a fait le signe de Star Trek. C'est Michael, ça. Salut. Le lien, je vais te le remettre si tu veux. Attends. Le lien, il est là. Je te le remets à l'Imatou. C'est où? C'est là. Merci Nadège. À bientôt. Ah, Aurélio. Putain, j'espère que tu vas bien. Tu es toujours au Canada? Bon, on en parlera en privé. Voilà, vous l'avez le lien là. Regardez, je vous l'ai mis. Tac, il est dans les commentaires. Merci, Abdelhamid. Non, moi. Je comprends pas. Allez, super. Bon, ben écoutez, le lien aussi, STP. Olivier, je l'ai mis dans les commentaires. Il est là. Bam. Là, pour certains, je vous retrouverai du coup dans les masterclass. Vous avez 3 masterclass. Celle qui est intéressante pour vous, c'est la masterclass Cube pour la stratégie. Et je vous conseille de faire le bootcamp sur 3 jours parce que bah, du coup, vous allez avoir toute la montée en puissance et puis vous accédez à un label d'expertise chez nous, ce qui est quand même sympa. Muriel, vrai. Bonne soirée. Merci, Tucu. Tu l'as dans le. Putain, mais ça marche pas ou quoi? Attendez. Je sais pas comment le faire. Bon, mais je le remets dans les liens. Voilà. Merci LinkedIn User. Je sais pas qui tu es, mais je ne vois pas dans tes commentaires. Tu peux m'envoyer un MP si tu veux. Comme ça, je te l'enverrai en.
personnellement. Avec plaisir. Bon, ben super, on n'est plus beaucoup, si, encore 40 quand même. Je vous dis à très bientôt et ben, j'espère que ça vous a plu et j'espère qu'il vous tarde d'avoir cet outil pour tout casser dans les entreprises. Alors, très mauvaise expression, mais pour tout structurer finalement dans les entreprises et pour aller générer vraiment des super résultats, une belle carrière et une carrière qui va être à la fois enrichissante en termes de savoir-faire, d'expertise, de résultats qui soient aussi bien économiques que socio-environnementaux, de voir votre progression je dirais, de salaire grandir aussi, parce que bah, oui, on travaille aussi pour gagner un peu d'argent, il n'y a pas de honte à ça, hein. Et tout ça s'imbrique en fait, hein. Vous arrivez en super expert dans les boîtes et vous allez faire un super boulot. Vous allez tout en étant en cohésion avec les différents services, c'est extrêmement important. Et ça, c'est tout ce qu'on veut en fait, c'est tout ce qu'on veut. Donc voilà. À très vite. Ciao, ciao.